Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Linda, je suis la coordonnatrice Inter. C'est moi qui va être la modératrice logistique pour le midi Inter aujourd'hui. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un groupe très représentatif d'Inter, donc un groupe de gens de plusieurs universités, de plusieurs disciplines qui travaillent ensemble sur un projet. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'avoir plusieurs présentateurs. La présentation d'aujourd'hui, c'est pour titre Exerciceur robotisé bilatéral pour la réadaptation des membres supérieurs, passé, présent et futur. Je laisse la parole à Sylvie qui va commencer la présentation et je vous souhaite une excellente présentation. Je vous revois à la fin. Merci beaucoup, Linda. Merci à Inter d'avoir organisé cette midi-conférence. On est très, très contents, l'ensemble des membres de l'équipe, de vous présenter certains développements et certains résultats aussi associés à l'exerciceur robotisé. Alors, bon, dans l'équipe, là, aujourd'hui, on a Rachid, Joanne Higgins, David Labbé n'est pas avec nous parce que je crois que David est en vacances. Je pense pas qu'il va sortir de ses vacances pour venir avec nous. Il y a aussi deux étudiantes là, qui sont actuellement impliquées sur le projet, Aïfa, qui est étudiante au doctorat, et Maxime, là, qu'on verra probablement un peu plus tard, qui est une stagiaire de recherche là, à l'ETS et au centre de recherche du CHUM. Donc, aujourd'hui, l'idée est là, je vais essayer d'avancer ma présentation. Bon, il y a d'autres collaborateurs, là, bien entendu, qui sont impliqués. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais vous les voyez sur la diapo, entre autres, du personnel technique, mais aussi les cliniciens de l'unité stroke là, de l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique. On a actuellement 10 étudiants qui ont été impliqués sur les différents mandats et les projets de l'exerciceur bilatéral, puis aussi en plus un professeur invité là, de Genève. Alors, le plan aujourd'hui de la présentation, c'est vraiment de vous parler du passé, du présent et du futur en lien avec l'exerciceur bilatéral. Puis, pour le passé, on évoquera deux mandats, le 65A et 65B. Et pour le présent, le 125 qui est la poignée robotique. Et on parlera là, de nos idées futures, puis on pourra aussi là, discuter ensemble s'il y a des gens qui sont intéressés à s'ajouter à notre groupe de chercheurs pour cet appareil, là, puis les recherches qui sont associées. Donc, j'ai listé ici les trois mandats. Le premier, financé en 2016, qui était de développer l'exerciceur, faire des tests préliminaires. Ensuite, l'exerciceur, on a essayé d'optimiser certaines fonctions. On verra ça tout à l'heure. En 2018, un autre financement là, de mandat. Et tout récemment, là, la poignée robotique là, qui est en cours de développement. On a aussi eu du financement de la Fondation REA là, pour nous aider à augmenter le nombre de participants qu'on pouvait évaluer. Donc, l'idée initiale de l'appareil, je pense que c'est important là, de partir de où originait cette étude. C'était en lien avec les travaux qu'on avait réalisés avec le tapis double courroie chez les personnes hémiparétiques. Vous allez voir à gauche la vidéo qui va rouler où on a un sujet là, qui marche de façon, ça marche normal, et là, les deux courroies sont à la même vitesse, et par la suite, on va perturber cette marche-là en augmentant la vitesse du côté du pas court, qui va être 2 fois plus rapide. On va faire cet entraînement-là, si vous voulez, pendant 6 minutes, et ensuite de ça, on va remettre les deux courroies. Donc, ce qu'on voit quand on utilise ce protocole-là, qui est le protocole d'augmentation de l'erreur, c'est qu'on crée une adaptation et on vient à modifier la stratégie locomotrice du participant, entre autres, pour réussir à symétriser sa longueur de pas. Alors, comme on avait eu des résultats intéressants, bon, tout ça a été publié là, dans diverses revues, on a décidé d'en faire un entraînement et on a vu qu'avec l'entraînement, on avait effectivement là,
des résultats qui étaient intéressants. Vous avez ça sur la partie de droite en bas de la diapo, où on voit la symétrie au départ de longueur de pas, une amélioration de la symétrie chez tous les sujets, les 12 participants, et un maintien dans le temps. Et ça, c'est évalué au sol, alors que l'entraînement avait été fait sur le tapis roulant. On avait aussi vu des gains en termes d'amélioration de la vitesse. Donc, on avait eu plusieurs discussions avec Rachid et Joanne en se disant, ben, ça serait vraiment très intéressant de pouvoir avoir un appareil similaire pour entraîner les membres supérieurs. Et ici, là, Joanne va vous établir le rationnel de pourquoi le membre supérieur est aussi important que le membre inférieur. Puis on va revenir à la présentation tout de suite après de l'exerciceur. Donc, je laisse la parole à Joanne. Merci, Sylvie. En fait, c'est ça l'idée de transposer les résultats positifs qu'on avait aux membres inférieurs venait du fait qu'il est reconnu que la réadaptation des membres supérieurs après un AVC, c'est une problématique qui est vraiment difficile à surmonter, autant pour les patients que pour les professionnels de la réadaptation. Donc, d'autant plus que les limitations dans l'utilisation du membre supérieur contribuent grandement à la diminution du bien-être et aussi de la qualité de vie là, après un AVC. Donc, parmi les faits les plus reconnus au sujet des membres supérieurs après un AVC, tu peux avancer, Sylvie? C'est ça, parmi les faits qui sont bien reconnus, c'est que la récupération du membre supérieur est plus difficile que celle du membre inférieur et que celle-ci, il y a seulement 5 des patients qui ont une paralysie complète qui vont regagner un usage fonctionnel là, de leur membre supérieur. Donc, on a établi les types de coordination selon le diagramme que vous voyez là à l'écran. Il représente une classification des actions bimanuelles basée sur les deux principaux déterminants théoriques de la coordination bimanuelle, soit la symétrie des mouvements des bras et la conceptualisation des objectifs de la tâche. Donc, les premiers tests et expériences qu'on a développés avec l'exerciceur bimanuel sont basés sur le modèle de symétrie parallèle, donc plus à gauche sur le schéma, et du côté droit, ce sont des actions possibles de l'exerciceur, par exemple en tirer et en pousser. Et il va donc être possible avec l'exerciceur de faire des mouvements en mode asymétrique dans un mode parallèle avec un but commun. OK, donc je reprends la parole pour vous présenter l'exerciceur. Alors, vous avez différentes photos là, qui vous illustrent l'appareil qui a été développé du début jusqu'à la fin. Là. On l'a conçu par nous-mêmes au complet. Donc, c'est un appareil qui consiste en un cadre métallique qui supporte 2 rails. Sur ces 2 rails-là, il y a des poignées qui glissent en avant et en arrière, si vous voulez, là, pour mimer des mouvements de poussée-tirée ou encore des mouvements de reaching. Sur les poignées, ces poignées, on note un capteur de force qui sont des plateformes de type AMTI qui permettent d'enregistrer les forces. Les poignées sont ajustables en hauteur pour aller avoir là, une standardisation au niveau là, des positions du sujet. Puis aussi, les rails sont ajustables en largeur. Donc, le contrôle, les forces exercées sur les poignets nous permet d'envoyer ce feedback-là pour venir contrôler le mouvement des poignets sur le rail. On peut contrôler les mouvements en termes de position, force qu'on exerce sur les poignets et vélocité. Le système peut fonctionner activement, actif assisté, donc amener une aide, et aussi résister. Et on a différents modes de contrôle, un mode qui contrôle la vélocité pour la constance de la vélocité ou le contrôle de la force pour avoir une force constante et ainsi de suite. Tous ces paramètres-là de contrôle sont envoyés là, via un ordinateur là, qui permet, via un logiciel, de contrôler l'appareil. Puis vous voyez ici le moteur là, qui est associé avec l'appareil, avec les fils qui vont là, directement aux 2 poignées. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'exerciceur est couplé avec un siège instrumenté.
Donc, on peut enregistrer les forces produites là, par le sujet sur le siège qui est séparé en deux. Hein, il y a une partie droite et gauche. Et on a aussi des forces au niveau du sol. Donc, on peut enregistrer les forces produites là, sous chacun des pieds. On a un écran qui permet de donner un feedback visuel. On peut envoyer le feedback visuel qu'on veut, soit force, position, vélocité. Et on a aussi au laboratoire la possibilité d'enregistrer les données cinématiques, bon, les données EMG, bien entendu, comme on peut voir ici, puis aussi l'activité corticale, parce qu'on a un système là, de type, là, un appareil pour la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, on peut tout coupler ces informations-là ensemble. Donc, je vais juste revenir. Je m'excuse pour le saut. D'accord. Alors, vous voyez ici l'exerciceur à gauche en fonction et vous allez voir ici le signal visuel, le feedback qui était donné. C'est le premier feedback qu'on a donné. Il était assez rudimentaire. Par la suite, là, vous allez voir dans le mandat 65B, on l'a amélioré. Vous avez en bas le contrôle de l'appareil. Donc, dans un premier temps, on a utilisé assis avec des tâches de poussée en phase, c'est-à-dire que les deux poignées partaient ensemble. Et on a pu imposer soit des mouvements symétriques et asymétriques. Nous, on a joué sur la résistance et on enregistrait là, 3 paramètres, force, position, vélocité. C'est toujours des paramètres qui sont qui sortent de l'appareil ou de l'utilisation de l'appareil. Donc, on a, comme je mentionnais tantôt, utilisé le protocole d'augmentation de l'erreur. Vous le voyez ici avec le même type d'information, c'est-à-dire une période où on est en symétrie ou qui correspond aux données de base, au baseline. On peut faire, nous, on a fait 30% de la force maximale et 15% de la force maximale. Ensuite, on impose une perturbation pendant 6 minutes. Ici, la perturbation a été d'augmenter le côté résisté, d'avoir un côté plus résisté, le côté opposé, donc le double de résistance, 30 versus 15%. Et on peut modifier le côté qu'on résiste là, en fonction des protocoles qu'on utilise. Puis à la fin, on remet le pourcentage là, de base pour voir les effets. Alors, vous voyez ici les résultats pour un groupe quand même considérable là, de 19 personnes hémiparétiques et 20 personnes contrôle, et les contrôles étant en rouge sur le délai d'initiation du mouvement entre les deux mains. Donc, on voit qu'au départ, dans la période contrôle, le baseline, on est assez semblable, à peu près une initiation simultanée des deux poignées là, qui commencent à bouger ensemble. On crée la perturbation. On vient augmenter le délai, on crée une différence entre les deux côtés. Cette différence-là est plus importante chez les sujets hémiparétiques que les sujets sains. Et à la fin, quand on revient à la condition contrôle, bien, on a l'effet inverse. C'est typique d'une stratégie adaptative où on voit graduellement l'amélioration du délai pour avoir un renversement à la fin. Ça, c'était pour le début du mouvement. On a obtenu un peu une image semblable, si vous voulez, pour la fin du mouvement, avec un peu moins d'adaptation, mais somme toute, le profil était assez semblable. Donc, un paramètre assez simple, là, initiation du mouvement. Je vais vous montrer maintenant le résultat pour un paramètre un peu plus complexe. C'est la vitesse de déplacement des poignées. Vous avez du côté de l'axe vertical la poignée non parétique et du côté de l'axe horizontal la poignée parétique. On a les mêmes données sur les sujets sains, mais faute de temps, là, je présente seulement ici les sujets hémiparétiques. La ligne du centre représente la ligne d'équité. Alors, si la vélocité qui est ici là, quantifiée pour la période de 0 à 50% du cycle se trouve sur cette ligne, ça veut dire que les deux poignées bougent à la même vitesse. Maintenant, on a créé une perturbation. On a résisté le côté non parétique de façon plus importante. On voit ici la perturbation, l'effet de la perturbation sur la vélocité. La vélocité devient plus importante du côté qui est moins résisté. On voit la belle adaptation qui se produit pour ensuite, lors de la phase qui revient là, à une condition symétrique, l'effet post-effet, si vous voulez, qui vient renverser un peu ce qu'on observait avec un retour graduel vers la vélocité, des vélocités qui sont plus identiques. Donc, ça, c'était pour le côté
non parétique résister de façon plus importante. On l'a aussi fait de l'autre côté. On a trouvé que pour l'autre côté, l'adaptation est beaucoup moins importante. Comme vous pouvez voir ici, là, le 4, 5 et 6 reflètent les 4 périodes dans le temps pour le 6 minutes et on voit que c'est moins fort. Donc, on en a conclu qu'il y avait quand même un effet de la perturbation, du côté de la perturbation sur les données ou la coordination de la vitesse de mouvement des deux poignets. On a aussi utilisé l'appareil pour regarder lors d'un effort maximal, qu'est-ce qui arrive en termes de l'ajustement de la stratégie posturale et de l'asymétrie des forces qui sont produites. Donc, vous avez en haut les sujets sains. Au départ, la première figure, ça illustre la position de référence. Donc, les sujets sains sont très symétriques, autant au niveau des forces antéro-postérieures que des forces verticales. Quand on leur demande de pousser au maximum, ils sont synchronisés au niveau des forces sur les poignets, synchronisés au niveau des cuisses et au niveau des pieds. Par contre, lorsqu'on regarde ce qui se passe chez les sujets hémiparétiques, au départ, sont assez semblables en termes de la production de force, sauf qu'ils ont un petit peu plus de poids du côté parétique en termes de distribution de mise en charge. Lorsqu'on arrive à l'effort maximal puis qu'on regarde l'évolution de ces forces-là à travers le temps, on note de l'asymétrie et on note une perte de coordination. Ici, les vecteurs qui sont plus épais dénotent que les forces sont plus grandes de ce côté-là. Donc, par exemple, au niveau de la main, verticalement, les forces sont plus grandes du côté sain, du côté non parétique, et aussi dans la direction antéro-postérieure, alors qu'au membre inférieur, les vecteurs sont plus semblables, donc c'est davantage là, symétrique. La couleur de la force vous indique l'absence de coordination ou la désynchronisation qu'on observe au fur et à mesure que la force augmente. Et ici, on voit que seules les forces antéro-postérieures au niveau des mains et des cuisses sont coordonnées. Toutes les autres forces deviennent incoordonnées lors de la production de cet effort maximal. Donc, voici d'autres résultats intéressants qu'on veut poursuivre là, avec les poussées dynamiques pour voir si on obtient des données comparables. On a aussi quantifié l'effet du tronc. On le fait actuellement là, pour deux types de conditions, donc la condition à 15 et 30 Il ressort de ces premières analyses que les sujets hémiparétiques utilisent davantage le tronc lors des mouvements ou des efforts de poussée que les sujets contrôlent, et ça pour les deux niveaux d'effort, et on voit là qu'il n'y a pas d'effet de la condition comme telle là, pour ces sujets-là, les sujets qu'on a présentés. Alors, je vais maintenant passer la parole à Joanne pour la suite. Oui, en fait, moi, je vais poursuivre là, avec le prochain mandat. Donc, grâce à ce mandat-là, il est maintenant possible là, d'ajuster, en fait, la position de l'exerciceur. Donc, on peut l'utiliser en position debout. Aussi, on a ajouté un système de support avec sangle afin de limiter les mouvements de compensation au tronc. Nous avons conçu des poignées avec support pour les personnes qui étaient incapables de tenir les poignées là, pour compléter les mouvements. Donc, on a aussi conçu différents modes d'entraînement. Comme vous pouvez le constater là en haut, on peut maintenant utiliser différentes combinaisons en termes de posture ou de position, donc assis debout, de direction en poussée ou en tirée. Ensuite, par rapport au timing, en phase, antiphase et au type et des combinaisons là, différentes là, de symétrie. On a amélioré aussi, comme vous pouvez voir, la rétroaction qui est offerte là, aux participants lorsqu'ils font des mouvements. Et on a conçu là, des protocoles d'entraînement qui sont adaptés aux différents profils de récupération là, du membre supérieur, soit des profils plus en force pour les gens qui seraient plus atteints ou des profils de coordination, précision pour les personnes qui ont une meilleure récupération là, au niveau du membre supérieur. Donc, premièrement, on a regardé l'effet de la position du participant lors des poussées en position assise versus debout.
Donc, on peut voir en fait que le centre de pression diffère entre les deux positions. Et il y a un déplacement du centre de pression global là, en antéro-postérieur ainsi qu'en médio-latéral. Donc, sur cette diapositive, ici, on voit une diminution globale notable de la force de poussée en position debout. On voit ici les forces de poussée maximales effectuées en bilatéral qui influencent bien sûr ensuite les forces produites lors des mouvements de poussée. En bas, on constate que la position, par contre, n'a pas influencé la coordination. Donc, la ligne pointillée représente la ligne d'équité où les deux membres produisent le même niveau de force. Donc, on voit que lorsque c'est 15-15, donc 15 résisté des deux côtés ou 30 résisté des deux côtés, ça suit bien là, la ligne d'équité. Et on voit que pour le troisième, ici, étant donné que le côté droit est plus résisté, bon, il y a plus de force qui est là, mais les deux, mais ça suit quand même là, la ligne d'équité en termes de positionnement. Donc, ici, cette diapositive-là, ça représente l'environnement virtuel qui a été créé là, par David Labbé, qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui, mais ça va être un environnement qu'on va pouvoir utiliser là, ultérieurement dans le cadre de nos études là, pour, par exemple, l'entraînement des participants avec l'exerciceur bimanuel. Alors, on laisse la parole à Rachid. À ton tour, Rachid. Oui, merci Sylvie. Alors ici, dans cette partie-là, on s'est intéressé spécifiquement à l'analyse de la force ou de la force antéro-postérieure que les sujets poussent lorsqu'ils poussent la poignée à différents exercices que vous avez vus, 15%, 30%, symétrique, asymétrique. Donc, c'est une analyse technique, une analyse du traitement de signal. Alors, juste pour vous rappeler un peu, expliquer un petit peu la figure en haut, que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Voilà, ça ressemble. Vous voyez en jaune le déplacement de la poignée. Donc, c'est un mouvement presque linéaire, mais avec une vitesse assez variable. Et en bleu, la force appliquée au sujet. Je rappelle que comme on fait un contrôle par admittance, c'est-à-dire que tant et si longtemps que le sujet ne met pas une certaine force qui est ici de 15% par exemple, ce que vous voyez entre 0,2 et 0,15, le seuil, la ligne horizontale, eh bien, il n'y a pas de déplacement de poignée. Et dès qu'il dépasse ça, ben, la poignée rentre en jeu et commence à se déplacer à la vitesse qui est proportionnelle à la force. Donc, comme c'est un échelon unitaire, il y a forcément un dépassement un premier dépassement que vous voyez proche de la ligne, la flèche bleue. Il y a un lobe, donc il y a un dépassement de la consigne, puis il y a un retour vers la consigne parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Donc c'est un exercice difficile parce qu'il faut en même temps se déplacer, mais garder la force à 15%. Ça, personne ne peut le faire horizontalement. Donc, on va fluctuer autour de cette consigne. Et on voulait voir est-ce que les personnes en entraînement AVC, qui ont subi un AVC, et les personnes saines se comportent de la même façon. Donc, on a fait dans ce projet, qui est un projet de maîtrise, une analyse de cette force. On a divisé le mouvement comme une réponse à un indice, donc un échelon unitaire de 15%, et à la figure à côté, qui est à droite, vous avez en haut le signal typique d'une poussée avec un dépassement et une fluctuation. Donc, on a découpé ce qu'on appelle le régime transitoire pour atteindre la cible et le régime permanent lorsqu'on est pendant la cible. Et donc, on a fait deux types d'analyses au niveau régime transitoire et régime permanent avec des variables. Donc, la prochaine diapo. Voilà. Alors, dans le régime transitoire, on a calculé trois variables, le temps, la différence absolue du temps de départ, est-ce qu'il y a une différence sur le côté droit et côté gauche, la durée totale du déplacement dans le régime transitoire, donc surmontant le lobe, et le pourcentage de dépassement de la consigne. Ce sont des paramètres qu'on utilise beaucoup dans le domaine du contrôle. Et à droite, pardon, le régime permanent, on a essayé de obtenir ou de déterminer la stabilité autour de cette consigne. Le coefficient de variation,
c'est-à-dire combien on varie autour de cette consigne. Et en troisième position, pour ceux qui sont peut-être habitués ou pas, l'entropie approximative qui va nous donner un indice sur la régularité du signal. Est-ce que le signal est complexe? Est-ce que le signal est déterministe? Est-ce qu'il est répétable, le patron d'oscillation à l'intérieur même de la zone permanente? Donc, ça s'exprime par des chiffres. Alors, on va commencer par les sujets qui ont participé à cette étude, donc 19 sujets sains et 17 pathologiques. Et vous voyez à gauche, pardon, écart temporel absolu. Ça veut dire c'est la différence entre le départ côté gauche, côté droit, en millisecondes. Et vous voyez que les sujets sains prennent le départ en même temps, alors que les sujets pathologiques ont quand même une différence qui peut atteindre 30 millisecondes, donc nettement supérieure à celle des sujets sains. Donc, il y a un retard là-dessus et il est significatif au niveau statistique, bien sûr. Ici, ce que vous voyez, l'initialisation au niveau de 15% de résistance. Pré-effet, ça veut dire avant l'exercice. Post-effet, c'est après avoir effectué une 6 minutes sur le baseline. Et donc, nous avons quand même une variation dans le côté bleu pour les sujets sains et une variation qui reste malheureusement ici encore un post-effet chez les sujets pathologiques. C'est normal, c'est un premier test, donc c'est le jour même. On n'a pas fait des études répétées à plusieurs fois, etc. Donc, un programme de réadaptation. Au niveau du dépassement, qui est à droite, le pourcentage de dépassement, c'est un pourcentage, donc c'est le maximum, la valeur maximale divisée par la valeur dans le régime moyenne, dans le régime transitoire en pourcent. Ce qui est intéressant, c'est que ici c'est l'inverse, les sujets sains étant plus forts, plus dominants des deux côtés, vont aller très vite, donc ils vont faire un dépassement parce que c'est normal, mais ils vont très vite retourner au régime transitoire. Donc leur dépassement est beaucoup plus grand. Ils ont la capacité d'aller très vite, donc ils vont dépasser, même si on leur a dit aller à la consigne, ils sont capables de dépasser et de retourner à la consigne très rapidement. Les non-parétiques sont plus faibles, ils dépassent quand même. Donc ça, c'est un constat qu'on voit ici. Ils n'ont pas la capacité de dépasser énormément la consigne. Et il y a une différence significative entre les deux. Il n'y a pas de différence au niveau parétique, non parétique, curieusement. Ils sont très, très similaires. On dirait que qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la main dominante qui dirige ou c'est la main plutôt parétique qui dirige et qui oblige la personne à ne pas aller dépasser? Donc ça, c'est pour la partie transitoire. Pour la partie régime permanent, au niveau de la stabilité, ça veut dire combien de pourcentage de temps l'amplitude est à l'intérieur de 2% d'un écart, d'un intervalle de précision. Évidemment, les sujets sains restent plus longtemps, peuvent conserver leurs mains à l'intérieur de cette consigne de valeur de 15% dans ce cas-ci. Et ce qui engendre, donc dans le domaine de la stabilité, en haut à gauche, les sujets parétiques, et surtout du côté parétique, n'arrivent pas à maintenir la force à l'intérieur de l'intervalle, donc ils ne l'arrivent à le maintenir qu'en bas de 25%. Ce n'est pas une grande différence, évidemment, parce qu'on s'attendait peut-être à une grande différence, mais c'est cette différence qui est quand même significative en comparant le côté non dominant des personnes saines au côté parétique des personnes pathologiques. Au niveau du coefficient de variation, c'est l'inverse, c'est un peu lien avec la stabilité. Si on est capable de maintenir la force à l'intérieur d'un intervalle, notre coefficient de variation va être plus faible parce que c'est le rapport entre l'écart type divisé par la moyenne. Et donc, le résultat, coefficient de variation et de stabilité sont presque corrélés et c'est l'inverse. Donc, il y a plus de variabilité chez les sujets parétiques, aussi bien du côté parétique que du côté non parétique. Et finalement, l'entropie approximative, ce qui est un terme un peu peut-être difficile à comprendre d'un point de vue peut-être ou d'interpréter d'un point de vue clinique, l'entropie veut dire que si on fait un signal répété, ça veut dire un aller-retour, pas un aller-retour, durant la phase transitoire, si on fluctue de manière répétée, si on était une sinusoïde parfaite, on serait proche de zéro. Et plus on est chaotique,
plus on monte vers les chiffres, et les chiffres maximum, mais ils ne montent pas à l'infini, ils s'arrêtent vers 2. Donc, une entropie de 2, c'est un signal totalement chaotique, non déterministe. Ici, la valeur des sujets sains, qui est en bleu, qui varie en 0,45, et la valeur pathologique 0,47. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas 2%, mais il faut savoir qu'on est dans un intervalle qui ne dépassera jamais 2. Donc, est-ce que ce 2% a une valeur d'intérêt clinique? On verra plus tard. Pour l'instant, on l'a estimé. Donc, il y a plus de variabilité, d'un effet chaotique dans le sujet pathologique que c'est les sujets sains. Donc, on pense que les sujets sains contrôlent mieux. Maintenant, l'interprétation de l'entropie est très difficile. Et ça a déjà été utilisé dans ce qu'on appelle des forces de grip, des forces de pinçage, donc isométriques, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé ici. Donc, ça nous montre un effet. Maintenant, il faut interpréter. Il n'y a malheureusement pas de différence significative à cause des écarts qui sont assez larges. Puis aussi à cause de la façon d'estimer cette entropie approximative, elle n'a pas été bien optimisée pour ce type de mouvement. Voilà pour les sujets. Et en troisième, je pense qu'on va laisser Maxime s'il est là. Est-ce qu'elle est là, Maxime? Oui, Maxime, tu veux qui est le projet expliquer? 125B, puis on pourra... Oui, c'est ça, c'est le présent. Oui, le le présent, mandat, voilà. qu'on veut développer cet été. Est-ce qu'elle est là, Maxime? Je crois que j'avais vu son nom. Est-ce que Vous m'entendez? tu veux? Oui, Oui, bon, oui, on on t'écoute. t'entend, vas-y. Vu que c'est toi qui as tout fait ce travail-là. Merci. Donc, en tant que stagiaire, mon mandat, c'est de venir modifier ou remplacer la poignée existante sur l'exerciceur pour en faire un dispositif de réadaptation de la main. Donc, actuellement, on est rendu à la phase de prototypage. Donc, en haut à gauche, on peut voir la poignée d'origine, donc celle qui est en ce moment sur l'exerciceur. Et on va venir ajouter des cales juste pour laisser un peu plus d'espace pour le dispositif et pour la main de l'utilisateur. Donc, on va venir ajouter une poignée moulée en silicone qui va être capable de se gonfler et prendre de l'expansion radialement. Dans le fond, le but, c'est de venir forcer ou aider l'ouverture de la main de l'utilisateur selon le mouvement qu'il fait avec l'exerciceur, donc s'il tire ou s'il pousse. On va venir aussi ajouter des capteurs sur notre poignée gonflable pour venir étudier les forces qui sont appliquées par la main et par les doigts. Donc, si les résultats sont concluants, notre objectif, ça serait de fabriquer un autre dispositif externe qui viendrait aider à la fermeture de la main ou forcer la fermeture de la main de l'utilisateur. Et aussi, ça serait de venir faire des poignées en silicone qui viendraient se gonfler selon certaines formes pour venir cibler la réadaptation de certains doigts et de certains mouvements de la main. Donc, voilà. Alors, bien entendu, l'idée d'ajouter une poignée qui est un peu une poignée robotique origine du fait que nous, avec l'exerciceur, on travaille les épaules et les coudes, si vous voulez, la stabilité du poignet aussi, bien entendu. Mais on sait que la main est très importante dans la récupération sensorimotrice du membre supérieur et de sa fonction. Donc, on voulait, dans un deuxième temps aussi, ajouter un travail qui pourrait s'effectuer simultanément au niveau de la main, où on pourrait demander, par exemple, à la personne, lorsqu'elle pousse, de serrer davantage parce que la poignée va se gonfler, ou on pourrait là, aider ou à desserrer la poignée si le retour doit s'effectuer passivement. Donc, c'est un peu l'idée derrière d'introduire cette poignée-là. Donc, voilà pour le travail que nous faisons actuellement. Ma dernière diapo, je crois, est la diapo là, qui consiste un peu à faire un résumé de ce qu'on a vu. On ne vous a pas présenté tous les détails là, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, bien entendu. On a une étudiante au doctorat qui va soutenir sa thèse là, quelque part à l'automne avancé. Donc, on vous fera aussi une publicité pour ceux qui sont intéressés là, à venir l'écouter. Puis elle va avoir beaucoup de données là, à présenter qui vont être autres que celles qu'on a déjà vues. Donc, bon, actuellement, le développement, vous avez vu, ce qui est en noir sur la diapo, c'est ce qui a été fait. Ce qui est en blanc, c'est ce qu'on propose de faire ou qui est en développement actuellement. Bien entendu, l'intégration clinique est pour nous très importante. On avait commencé avant l'arrivée de la COVID à voir des patients qui étaient en réadaptation
et aller tester dans nos protocoles d'entraînement que Joanne a décrit tantôt. Puis là, on a dû cesser tout ça là, à cause du contexte. Ça nous a fait quand même un petit peu de la peine là, parce qu'on était quand même assez avancé dans ces protocoles-là. Au niveau d'évaluation, bien encore là, on a fait la cinématique, la cinétique. On a des données qui concernent les moments aux épaules, aux coudes, aux poignets. On veut aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. On a les données IMG. On a fait quelques enregistrements aussi de EMS. On est intéressé à aller quantifier l'effort cardiaque. On utilise les deux membres supérieurs, puis on sait que quand on utilise les deux membres supérieurs, ça amène une charge. Les personnes AVC ont aussi une fragilité cardio-respiratoire cardiaque. Ça serait intéressant d'aller documenter ça. On veut poursuivre l'évaluation avec des tâches plus complexes. On veut documenter la clinimétrie des mesures de coordination bilatérale obtenues avec l'appareil, mais aussi les données cliniques. Ça a été très peu fait. Et on veut étendre l'évaluation à d'autres clients. Puis vous avez à droite, là, au niveau de l'entraînement, on n'est pas très avancé, mais on a des idées là, vraiment très intéressantes pour l'entraînement des personnes, que ce soit post-AVC, post-lésion médulaire ou même d'autres types là, de personnes là, qui pourraient avoir des déficiences différentes. Tout ça va demander du financement, donc on est à la recherche de financement, comme la plupart des gens, là, pour poursuivre les mandats. Puis, bon, on a aussi beaucoup de données là, qui sont en cours d'analyse. Puis, on travaille sur des publications. Là, actuellement, on a 4 publications. Un article qui est déjà publié, un deuxième qui est presque accepté et 2 autres là, qui vont être soumis sous peu. Donc, ça va quand même bien aussi là, pour présenter les résultats de cet appareil-là. Alors, voilà pour la présentation. Vous voyez là, les gens remercier sur cette diapositive-là. Puis, toute l'équipe est bien disponible pour répondre aux questions que vous aurez, puis aux échanges, là, si vous voulez échanger avec nous sur différents aspects. Alors, on vous remercie pour votre attention et pour votre présence dans cette période-là de vacances. Puis, bien, on vous écoute pour les questions. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, Joanne, Rachid et Maxime, et également à toute votre équipe. C'était très, très intéressant. Donc, vous pouvez prendre la parole. Les personnes présentes, n'hésitez pas à prendre tout simplement la parole pour poser les questions à l'équipe. Je vais casser la glace. C'est super le fun. Je me suis posé la question parce que moi, j'ai eu le beau-père à mon frère qui a eu un AVC, puis que ça fait quand même quelques années. C'est quand le meilleur moment pour entrer dans ces exercices-là? Est-ce qu'il y a une période où là, c'est plus propice puis qu'il faut le faire? C'est-tu trop tard pour lui parce que ça fait peut-être 4 ans? Étant donné que moi, je connais plus l'ingénierie que l'aspect clinique, là, je me suis posé la question. C'est comme un système d'entraînement, on pourrait dire jusqu'à un certain point personnalisé ou adaptatif en fonction du problème de la personne. Y a-t-il une période où c'est plus propice ou moins propice, ou on ne peut plus l'envisager? Je vais amorcer la première partie de la réponse, Joanne, tu pourras compléter si tu veux. Écoute, François, c'est bien reconnu qu'il existe une période de plasticité neuronale au niveau du cerveau qui suit immédiatement la période d'AVC. C'est là où on devrait stimuler le plus le cerveau en lui faisant faire des exercices qui vont solliciter, bien entendu, le membre atteint, donc le côté opposé à la paralysie, si tu veux, là. Donc, c'est très bien documenté qu'il existe une fenêtre là, qui est vraiment importante d'aller booster le système, si on peut dire. Par contre, on sait que les personnes, même qui sont au stade chronique, que ce soit pour le membre inférieur, la fonction de membre supérieur, réussissent toujours à s'améliorer.
Donc, il y a aussi une capacité d'amélioration au stade chronique. Puis nous, on avait des sujets dans l'entraînement qu'on avait fait pour les premiers patients pilotes qu'on a fait avant la COVID. On avait des gens qui avaient eu leur AVC depuis plus qu'un an, 2 ans, et ainsi de suite. Et on voyait des effets. Puis ça, c'est connu que les effets existent aussi là, pour les clientèles chroniques. Fait que je te dirais davantage au stade subaigu, là, après que la partie aiguë est toute la partie maladie s'est stabilisée, mais ce n'est pas contre-indiqué au stade chronique. Joanne, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à ça? Ou... Non, je suis entièrement d'accord avec la réponse. En fait, même dans des études antérieures qu'on a fait, il y a des patients qui étaient 10 ans post-AVC et on sait que la plasticité, comme Sylvie le dit, est plus rapide là, et se fait plus rapidement, je dirais, dans la période, dans la fenêtre mentionnée, là, tout de suite, aussitôt que En fait, on aimerait beaucoup les voir dans la fenêtre, là, aussitôt qu'ils sont stables là, médicalement, ce qui n'est pas toujours possible, malheureusement, mais on sait que la plasticité continue tout au long de la vie, de toute façon, et j'ai déjà vu des améliorations là, chez des patients qui étaient jusqu'à 10 ans post-AVC. On voit quand même des améliorations. Mais en ayant un dispositif qui est plus adaptatif, ça devrait pas. Est-ce que ça pourrait aider justement à vaincre cette plasticité-là ou à essayer d'avoir une meilleure adaptabilité versus qu'est-ce qu'on a comme outil présentement? Parce que je vois quelque chose de plus contrôlable là, au niveau de où est-ce que le patient est rendu en termes de capacité, puis qui lui permet de faire une progression peut-être plus douce, si ça fait longtemps, là, que juste dire ben, ça, tu n'es pas capable de le faire, puis ça ne sert à rien d'essayer. Oui, bien, en fait, c'est un robot hein, qui peut faire de l'actif, du passif, de l'actif assisté. Fait que nous, quand on a fait nos sujets pilotes, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait même des sujets qui n'étaient pas capables de bouger le membre parétique. Mais comme le robot peut passivement les amener ensemble, à ce moment-là, les deux bras, le bras parétique qui était sans mouvement ou peu de mouvement, suivait le bras parétique, non parétique. Puis on ne sait pas actuellement, bon, il y a de la littérature, là, peut-être moins du côté bilatéral, mais on ne sait pas actuellement un protocole de ce type-là, comment ça pourrait influencer le membre qui est plus atteint. Alors, tu as raison de dire que quand tu parles d'adaptatif, toi, je pense que tu parles de versatilité du système, c'est-à-dire qu'on peut donner les paramètres au système qui vont être fonction de ces déficiences, que ce soit plus faiblesse musculaire, coordination-là, avec la main, on va être capable même de donner un certain feedback sensoriel au niveau de la main, avec la main robotique. Je pense qu'un des avantages sur lesquels on a beaucoup insisté, c'est l'action bilatérale des membres supérieurs. Ça, c'est un peu la nouveauté avec l'exerciceur aussi, c'est de faire des exercices qui demandent une activité des deux membres supérieurs. Et ça, on sait que c'est parmi les bons exercices à faire pour une bonne récupération. Donc, l'aspect de bilatéral là, est très important là, de notre côté, puis l'exerciceur permet de faire ça, en plus de faire du unilatéral. Là. Super. Merci beaucoup. Bienvenue. Je peux me lancer. Merci beaucoup pour votre présentation, très, très appréciée. Je suis Martin Lemay, en passant. Bonjour, Martin. Juste pour faire un suivi par rapport à ce que vous avez dit sur la récupération et la neuroplasticité, vous êtes sûrement familier avec les études chez la souris où on générait un AVC pour augmenter la plasticité. À ne pas faire à la maison, à ne pas faire avec le point de vue éthique chez l'humain, on n'en est pas là. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, clairement, l'AVC en soi, ça génère une période critique de neuroplasticité. Je trouvais ça intéressant. Je voulais juste voir ce que vous pensiez. D'un point de vue mécanistique, là, vous avez des résultats vraiment très, très intéressants. Mais éventuellement, là, si vous voulez implanter vos résultats ou mettre ça en place à grande échelle, est-ce que
vous voyez une façon de rendre ça disponible, facilement accessible dans un contexte de réadaptation, ou si vous voyez votre appareil comme étant un outil pour mieux comprendre les mécanismes derrière la réadaptation des membres supérieurs? En fait, au départ, quand on avait proposé l'exerciceur, on voulait en faire un prototype qui pourrait être utilisé plus facilement que nous, ce qu'on a, on a développé. Puis c'était aussi l'idée d'amener davantage de connaissances qui montrent l'importance de l'activité bilatérale. Parce que les cliniciens peuvent quand même, sans avoir l'exerciceur, s'ils comprennent le paradigme et les principes en arrière de l'activité bilatérale, je pense que ils pourraient résister un côté, puis donner plus d'efforts un côté, mais là, c'est quel côté? C'est-tu le côté parétique qu'on résiste plus, le côté non parétique? Ces questions-là, actuellement, on n'a pas la réponse. Tu sais, comme nous, on a perturbé des deux côtés. Là, on s'est dit, pourquoi on a perturbé des deux côtés? C'est parce qu'on ne savait pas de quel côté perturber au départ. Fait qu'on a fait les deux protocoles, puis on a dit, on va aller voir les résultats. Là, les résultats sont indiqués que il y a plus d'effets adaptatifs, de synchronisation, de stratégies qui émergent si c'est le côté non parétique. Mais en tout cas, il reste beaucoup encore à faire en termes là, de comprendre les résultats, mais c'est sûr que l'idée, ça serait de pouvoir, si l'appareil vraiment devient... là, je laisserai Joanne poursuivre avec le lien avec la clinique, là. Mais c'est sûr qu'on aimerait éventuellement en développer peut-être quelque chose d'abordable qui serait peut-être pas... ça n'aurait pas besoin d'être instrumenté autant que nous, là. Il pourrait peut-être avoir une plus... que ce soit un système moins coûteux et peut-être moins sophistiqué, là. Joanne, veux-tu parler du lien avec la clinique? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec les cliniciens parce que ça part de là au départ. Hein, si les cliniciens sont pas convaincus de son usage. Bien, en fait, nous, la première étape a été vraiment d'approcher l'équipe du programme Neuro là, à l'IRGLM pour sonder leur intérêt. Donc, Sylvie l'a mentionné un peu. Puis en plus, en plus d'avoir sondé leur intérêt, on les a aussi consultés par rapport à qu'est-ce que cet appareil-là pourrait faire, c'est quoi les meilleures façons, eux, qui auraient, ou ce serait quoi pour eux qui serait important pour qu'ils puissent intégrer un appareil de la sorte dans leur pratique. Donc, on a quand même eu certaines rétroactions là, de leur part. Ce qui nous a amené à réfléchir, là, je me rappelle, là, on dirait que ça fait longtemps là, parce que c'était avant la pandémie et on avait recruté en fait des patients directement de l'IRGLM. On avait prévu là, justement que pendant leur phase de réadaptation, ces patients-là, on avait comme élaboré un horaire un peu avec eux autres, pourraient monter en haut là, au 4e étage où se situe le laboratoire. Et ce serait un entraînement qui serait fait en surplus de l'ergothérapie et la physiothérapie qui reçoivent de façon standard là, à l'IRGLM. Donc, c'était pour nous comme une première étape à faire pour essayer de voir un petit peu l'acceptabilité, la faisabilité d'introduire ça dans le volet clinique. Et on avait réfléchi aussi, tu sais, Sylvie parle de, bon, il va peut-être être moins sophistiqué, mais quelles mesures, en fait, seraient importantes pour eux et que le système soit capable de produire une espèce de résumé là, sur une feuille standard là, des paramètres importants pour que les cliniciens puissent facilement voir si, est-ce qu'il y a eu un changement la semaine dernière, j'ai fait 3 séances d'entraînement, là, je suis 2 semaines plus tard, est-ce qu'il y a eu une progression, par exemple? Donc, ça a été vraiment les premières étapes qui nous ont amenés là, à réfléchir à ça. Mais là, présentement, dans le fond, l'important, c'est d'avoir des résultats qui sont probants pour ensuite pouvoir probablement réfléchir là, à une version qui serait plus, disons, conviviale en clinique. Puis, juste aussi, peut-être pour compléter, le système qu'on a mis debout, c'est parce que les cliniciens nous ont dit, ben oui, mais
Je veux dire, moi, mon patient, il marche. Pourquoi je ferais des exercices en position assise alors qu'il utilise ses membres supérieurs en position debout? Donc, d'où l'idée aussi de dire, ben OK, on pourrait faire des entraînements pour ceux qui sont plus avancés, mais qui restent avec des problèmes d'utilisation des membres supérieurs ou de déficience. Et on pourrait faire en même temps l'entraînement des membres supérieurs, mais en position debout pour qu'ils apprennent à utiliser leurs membres supérieurs en position debout. Puis ça, c'était vraiment très important dans la progression des cliniciens là, en termes de rééducation. Merci beaucoup. Je vais suivre le développement de votre appareil avec curiosité. Puis, j'ai vu que vous avez commencé à travailler un petit peu en VR avec David. Je pense que là, il y a peut-être aussi une façon d'utiliser certains principes que vous avez développés avec du feedback visuel. Un casque de réalité virtuelle, ça vaut 300 $. Donc, il y a certains éléments que vous pouvez réappliquer, j'imagine, en VR dans le futur. Donc, je vais continuer à vous suivre. Merci. Oui, merci beaucoup, Martin. Provenant de Marie-Enfant, j'aimerais ça ajouter un petit commentaire. Je me présente, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, coordonnatrice de recherche clinique développement au Technopôle de Marie-Enfant. Puis, c'est fort intéressant les commentaires de tout le monde. Puis, je vous remercie de partager, là, Mme Nadeau, là, le fruit et équipe, le fruit de vos travaux. On a aussi des petits travaux similaires de notre côté, là, puis ce que je trouve intéressant qui a été dit, c'est que ça semble être naturel et acquis pour vous, là, que dans les lignes directrices, on peut travailler sur les effets de la neuroplasticité, là, puis que c'est acquis même aux adultes, là, qu'à tout âge ou à tout moment, en tout cas, ou bref, par après l'épisode aigu. Là, nous, on est en plein là-dedans avec nos revendications provenant des parents et de la clientèle, beaucoup de gens. Et j'aimerais savoir ce qui se passe de votre côté. Là. Il y a beaucoup de gens, nous, de notre clientèle, qui veut se faire payer des voyages dans les grands centres travaillant sur la neuroplasticité aux États-Unis. Puis, naturellement, nous, avec le Technopôle, ben, là, il y a eu un virage avec des gros yeux sur nous, là, puis tout ce qu'on a comme techno en ce moment. Puis, on a beaucoup de revendications. Moi, je comprends les parents, je comprends la clientèle. J'y crois comme clinicienne que même si ça fait 3 ans que tu as eu c'est ton problème, là. Vous, c'est avec les ACV, là, ça me semble... c'est comme clientèle pointue, mais par rapport là, au reste là, de la réadap, nous, les maladies neuromusculaires, on a identifié beaucoup de clientèle pouvant bénéficier des neuros, je les appelle là, les neurotechnos, ou bien les technos, en tout cas la réadaptation génération 2020, qu'on pourrait dire à l'aide des technos. Donc, j'aimerais ça savoir si vous avez ça, cette pression venant des parents ou de la clinique ou des familles ou des patients là, pour avoir accès à ces technos-là. Je ferais peut-être juste un bref commentaire. C'est sûr que les personnes, nous, on utilise souvent dans les débuts de projets de recherche pour la clientèle AVC. On va sur la liste de congés des patients de l'Institut de réadaptation, Gingras-Lindsay, qui est l'Institut universitaire maintenant. Puis c'est sûr que ces gens-là nous disent tous, c'est dommage qu'on n'ait pas de réadaptation par la suite. C'est pas, je veux dire, on est concerné par ça, les chercheurs, mais je veux dire, nous, à part de dire, si vous ouvrez une clinique, on va les prendre, les patients, puis on va les entraîner. On n'a pas de... On sait là, que ces gens-là auraient besoin d'un suivi, mais on n'a pas de levier là, vraiment autre que de dire, venez au projet de recherche, au moins, les gens, ils viennent dans les projets de recherche qu'il y a des entraînements parce que ça leur donne la chance d'être rééduqués pendant une certaine période, puis ils sortent avec une certaine amélioration. On pourrait dire que la plupart vont s'améliorer, mais au point de vue de la clinique comme telle, je dirais qu'on n'a pas d'emprise, sauf dire, oui, ça serait important. on peut pas aller plus loin. En fait, ma question, c'est est-ce que le résultat, là, c'est sûr qu'il y a les publications qui sont le moyen de transmission, là, mais au niveau du MES et tout ça, est-ce que la communauté scientifique là, est présente ou en tout cas transmet?
des recommandations. Ou en tout cas, bref, pour le moins, c'est intéressant d'avoir déjà des travaux qui sortent des vôtres, là, puis de les documenter parce que... Mais je pense que c'est un peu un autre discours, là, un autre type de discussion, là. Mais je pense qu'actuellement, il y a un certain mouvement dans ce sens-là. Puis c'est un tournant qui se prend très, très graduellement. Parce que c'est une question de ressources et de finances aussi. C'est ça au bout de la ligne là, qui est le problème. Là. Merci. Donc, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce point-là. Là. Je ne sais pas si les collègues en ont. Je peux peut-être ajouter un commentaire pour avoir travaillé à Sainte-Justine pendant des années sur des projets avec des enfants, sur des amputations et tout. Je comprends l'intérêt. Les parents sont souvent très, très, très poussés pour choisir le meilleur aide technique pour leurs enfants. À l'époque, quand on travaillait sur un pied prothétique, et puis les parents regardaient différents pieds qui coûtaient énormément très cher, puis il y a la RAMQ qui est là et dit ça malheureusement on peut pas. J'ai eu à affronter moi comme chercheur, hein, donc je ne suis pas du tout clinicien, cette question-là où les parents te proposent est-ce que tu peux nous écrire une lettre parce que mon fils a besoin d'un système dans un fauteuil roulant pour obliquité latérale qui va coûter une fortune. Est-ce que mon coussin va permettre de réduire les plaies de pression? Des questions extrêmement difficiles à répondre. Et nous, comme chercheurs, on analyse bien les données, les trucs. Mais dans ce contexte-là, je le comprends parfaitement au niveau des parents. J'ai eu pratiquement à affronter ça et le contexte que les gens ne connaissent pas, c'est la RAMQ qui rembourse 100% des aides techniques. Donc, un pied prothétique qui coûte 90 $ standard, ça va, mais un pied prothétique motorisé qui coûte 5 000 $ ou un robot, comme par exemple, l'exemple typique, c'est le robot Kinova qui était développé à l'ETS et il coûte 30 000 $ pour des enfants qui ont besoin de manipuler des objets. Il est très difficile de la RAMQ. Aujourd'hui, elle ne paye toujours pas. Donc, elle va vous proposer quelque chose qui tournerait autour de 3 000 $. Le problème, c'est que la communauté scientifique mentionne que le problème, c'est les coûts. Mais le problème, c'est que la RAMQ est entité ministérielle mentionne que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de données probantes. Alors là, d'un côté, la gang dit c'est pas les données qui manquent, mais c'est l'argent. Puis l'autre côté, c'est la gang dit parle pas d'argent, parce qu'on ne peut pas parler de ça, c'est trop politique. Puis l'autre gang dit il manque de données probantes. Au fait, c'est la vie là, actuelle. Juste pour donner, parce que c'est un débat qui peut durer, c'est intéressant ce que vous dites. On a fait un projet, moi j'ai personnellement fait 2 projets avec la RAMQ. Réellement, à travers la RAMQ, des projets du gouvernement pour évaluer, donner des critères d'évaluation pour des coussins. Et on a demandé à l'époque, on a fait aussi sur le repositionnement des fauteuils roulants. Le système de reposition coûte très cher, motorisé. Et on a fait une étude qui était publiée et la RAMQ nous a ouvert les datas, les données. Ce qui est très difficile, à l'époque, les Polytechniques nous ont ouvert des dossiers, on pouvait regarder combien de personnes ont tel système, on pouvait faire des statistiques. Et on s'est aperçu que ces systèmes de repositionnement qui étaient dédiés pour une fonction étaient utilisés pour une autre fonction, ce qui peut créer beaucoup de problématiques. Pour que la RAMQ paye pour le confort au lieu des plaies de pression, ça devient très difficile. Donc, il y a des fois des situations extrêmement difficiles. J'ai eu l'occasion de faire ce genre de travail, puis après, je me suis dit, est-ce que la RAMQ va couper parce qu'on a prouvé que finalement, il n'y a pas que les plaies de pression qui sont utilisées. La personne dans un fauteuil roulant a envie juste de bouger son corps. Est-ce qu'ils vont payer pour ça? Parce que nos statistiques, c'est très complexe et je comprends ces questions-là, mais je n'ai pas de réponse, honnêtement. Il faut continuer à prouver. Les données probantes, je suis d'accord. Il faut les avoir. Il faut les avoir. Voilà. Merci beaucoup. Je vois passer l'heure, c'est que vous êtes tous très occupés. Donc, merci beaucoup à tous pour cette présentation extrêmement intéressante. Puis tout ça. Donc, c'est juste simplement pour vous dire que les Midis Inter feront relâche pour le mois d'août. Donc, on espère pouvoir tous vous revoir au mois de septembre pour continuer à partager ainsi et continuer à tisser des liens. Donc, là-dessus, je vous souhaite une très bonne après-midi, puis au plaisir de vous revoir bientôt.
Donc, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Hein, on reste disponible là, même après la présentation.